Et si je vous disais que votre boîte de l'heure, celle qui est remplie à ras-bord de toutes les nouveautés, est en fait votre pire ennemi en ce moment, en plein mois de janvier? Ça vous choque? C'est pourtant la vérité. On va parler aujourd'hui de cette habitude que l'on a presque tous. Changer de l'heure toutes les 5 minutes dès que ça ne mord pas. On pense bien faire. On se dit qu'on multiplie nos chances. Dans cette vidéo, je vais vous prouver que c'est non seulement inutile, mais que c'est la meilleure façon de saboter votre partie de pêche. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous révéler ne se trouve pas dans un catalogue de matériel, mais dans la compréhension profonde du comportement des poissons en hiver. La raison pour laquelle vous ne prenez rien n'est peut-être pas celle que vous croyez. D'ailleurs, première question pour vous, et soyez honnête dans les commentaires. Vous êtes du genre à changer de l'heure après 10 lancers sans touche. Pourquoi ce sujet est si important, surtout en janvier? Parce que c'est la période la plus dure de l'année. Le froid nous paralyse, les poissons semblent avoir disparu, et la frustration monte très très vite. Face à l'absence de touche, notre premier réflexe, conditionné par des années de marketing et de conseils de copains, c'est de croire que le problème vient du leurre. C'est pas la bonne couleur, c'est pas la bonne vibration. Il faut que je trouve le leurre magique du jour. Cette croyance est tellement ancrée qu'on ne la remet même plus en question. On a tous cette image du pêcheur qui passe son temps à fouiller dans ses boîtes, persuadé que la solution à sa bredouille se trouve dans un morceau de plastique différent. On fait ça parce que ça nous donne l'impression d'agir, de contrôler quelque chose. Mais en réalité, on passe à côté de l'essentiel. On se concentre sur le quoi, alors que la clé, en hiver, c'est le où et le comment. Commençons par la base de tout, la biologie. Les poissons que nous cherchons, que ce soit le brochet, le sandre ou la perche, sont des animaux à sang froid. Ça veut dire que leur température corporelle est la même que celle de l'eau. Quand l'eau est à 4 degrés, leur corps est à 4 degrés. Imaginez-vous fonctionner au ralenti, avec un métabolisme qui tourne au minimum vital. C'est exactement leur état. Ils ne digèrent presque plus, leurs mouvements sont lents, calculés, et chaque dépense d'énergie est pesée. Ils ne sont plus dans une phase de chasse active où ils parcourent des kilomètres pour se nourrir. Ils sont en mode économie d'énergie, regroupés dans des zones très précises où ils peuvent survivre en attendant des jours meilleurs. Comprendre ça, c'est la première étape pour arrêter de faire n'importe quoi sur l'eau. Vous ne vous adressez pas à un athlète prêt à sprinter, mais à un marathonien en pleine hibernation qui ne bougera que si l'effort en vaut vraiment, vraiment la peine. Maintenant, parlons du budget énergétique du poisson. C'est un concept simple mais fondamental. Un prédateur, même en été, ne va jamais dépenser 10 calories pour attraper une proie qui ne lui en rapportera que 5. C'est une loi de la nature. En hiver, ce calcul est encore plus strict, car l'énergie est une denrée rare. Chaque mouvement est un coût. Alors, imaginez ce qui se passe dans sa tête quand il voit passer un leurre qui bouge vite, qui demande une accélération, une poursuite. La plupart du temps, la réponse est simple. Rien. Le coût énergétique pour intercepter ce leurre est bien trop élevé par rapport au gain potentiel. En changeant de leurre toutes les 5 minutes, vous présentez souvent des actions différentes, des vitesses différentes, mais qui sont presque toutes trop rapides ou trop agressives. Vous lui proposez un sprint alors qu'il a à peine l'énergie de marcher. Vous gaspillez votre temps et votre énergie à présenter des proies qui, d'un point de vue biologique, ne sont absolument pas rentables pour lui. On va aborder un point crucial, la zone d'attaque, ou la strike zone, comme disent les Américains. En été, un brochet peut facilement faire un écart de plusieurs mètres pour venir sanctionner un leurre. Sa zone d'attaque est très large. En hiver, c'est tout le contraire. Cette zone se réduit de manière drastique. On ne parle plus de mètres, mais de centimètres. Le poisson est posté, léthargique, et il ne va intercepter que ce qui lui passe littéralement sous le nez, sans effort. Si votre leurre passe à 50 cm de lui, c'est déjà trop loin. Maintenant, imaginez la scène. Vous faites quelques lancers avec un premier leurre, puis vous changez. Vous relancez, mais avec le temps de la manipulation, votre dérive en bateau ou le courant vous a légèrement décalé. Vous pensez pêcher le même poste, mais en réalité, vous n'êtes plus exactement au même endroit. Vous n'avez jamais présenté un seul leurre de manière insistante et précise dans cette microzone où le poisson attend. Vous la survolez, vous la touchez à peine, mais vous ne la peignez jamais méticuleusement. Il y a aussi une raison psychologique puissante qui nous pousse à changer de leurre. Ça nous donne l'illusion de l'action.
La pêche en hiver peut être incroyablement ennuyeuse. On est là, dans le froid, le silence, et il ne se passe rien. Absolument rien. Notre cerveau n'aime pas ça, il a besoin de stimulation. Alors que fait-on? On crée notre propre action. On ouvre la boîte, on regarde les couleurs, on hésite, on choisit un nouveau leurre, on le monte. Ce rituel nous occupe. Ça nous donne le sentiment d'être proactif, de chercher une solution, d'être un pêcheur intelligent qui s'adapte. Mais c'est un piège. Pendant qu'on est occupé à jouer avec notre matériel, on ne pêche pas. Et surtout, on ne fait pas ce qu'il faudrait faire, insister lentement au même endroit. On combat notre propre ennui au lieu de s'adapter à la léthargie du poisson. C'est une activité de substitution qui calme nos nerfs, mais qui ne remplit pas le vivier. Pour le dire un peu crûment, en changeant de leurre sans arrêt, vous pêchez pour vous, pas pour le poisson. Vous répondez à votre propre impatience. Vous êtes comme quelqu'un qui zappe frénétiquement sur sa télécommande parce qu'aucun programme ne le satisfait immédiatement. Vous ne laissez la chance à aucune émission de vous captiver. C'est pareil avec les leurres. Vous ne laissez la chance à aucun leurre de provoquer une réaction. Le poisson, lui, est dans un autre fuseau horaire. Son temps est lent, étiré. Il a besoin de voir une proie potentielle passer et repasser. Une fois, 2 fois, 10 fois. C'est cette répétition qui peut finir par déclencher une attaque réflexe, une agression par exaspération. C'est un mécanisme bien connu. En zappant d'un leurre à l'autre, vous ne lui laissez jamais le temps de s'énerver. Vous lui présentez un défilé de mode rapide et sans intérêt, alors qu'il attend une présence insistante et irritante juste devant sa gueule. Parlons un peu du bruit et de la fureur. Chaque changement de leurre, ce n'est pas une action neutre. Surtout depuis un bateau ou un flotte-tube. Vous ramenez votre ligne rapidement pour gagner du temps. Le leurre fait un sillage en surface. Vous faites du bruit en ouvrant vos boîtes. Le cliquetis de l'agrafe. Vous vous agitez. Dans le silence d'un plan d'eau hivernal, où les sons se propagent très bien, toute cette agitation est perçue par les poissons. Les prédateurs sont sensibles aux vibrations. Un cendre, par exemple, peut détecter ces signaux anormaux et devenir encore plus méfiant. Au lieu d'attirer sa curiosité, vous augmentez son niveau d'alerte. Il se dit que quelque chose de bizarre se passe en surface. Au lieu de vous positionner comme un chasseur discret et patient, vous vous comportez comme un touriste agité. Moins vous manipulez, moins vous vous agitez, et plus vous vous fondez dans l'environnement. La discrétion est une arme maîtresse en hiver, et le changement de leurre permanent est l'antithèse de la discrétion. Abordons maintenant le grand mythe de la couleur magique. On est tous obsédés par ça. On a des boîtes entières triées par couleur. Fire Tiger, bleu, chartreux, naturel. Et on est persuadé qu'en janvier, si ça ne mord pas, c'est qu'on n'a pas trouvé la bonne couleur du jour. C'est vrai que la couleur peut parfois jouer un rôle, mais en hiver, c'est peut-être 5% de l'équation. Les 95% restants, c'est la présentation. La vitesse de récupération, la durée des pauses, la hauteur à laquelle vous pêchez par rapport au fond. Vous pouvez avoir le meilleur coloris du monde, s'il passe 1 mètre au-dessus d'un cendre apathique, il ne se passera rien. En vous focalisant sur le changement de couleur, vous passez à côté de l'essentiel. Vous devriez plutôt vous demander, est-ce que ma pause a été assez longue? Est-ce que mon leurre a bien gratté le fond? C'est là que se trouve la clé, pas dans le passage d'un leurre jaune à un leurre orange. Un autre point essentiel est que vous n'apprenez jamais vraiment à connaître vos leurres. Chaque leurre est un outil avec ses propres spécificités. Il a un poids, une densité, une vitesse de coulée, une action qui lui est propre à très faible vitesse. Pour maîtriser un leurre, il faut passer du temps avec lui. Il faut le voir évoluer dans l'eau claire, sentir comment il réagit à la moindre sollicitation du sion, savoir exactement combien de secondes il met pour atteindre le fond par 5 mètres de profondeur. C'est cette connaissance intime qui vous permet de le présenter parfaitement. En le changeant toutes les 5 minutes, vous restez toujours en surface. Vous n'êtes qu'un débutant avec chaque leurre que vous montez. Vous ne développez aucune mémoire musculaire, aucune sensation fine. Vous êtes juste un utilisateur occasionnel de dizaines d'outils, mais le maître d'aucun. Un bon pêcheur d'hiver peut faire des merveilles avec un seul leurre souple qu'il connaît par cœur. C'est ce qui nous amène au pouvoir de l'insistance. C'est une stratégie redoutable en hiver. Imaginez un poste bien marqué, une cassure, un arbre immergé, une fosse. Vous savez ou vous supposez que des poissons y sont regroupés.
La stratégie n'est pas de leur présenter 10 leurres différents en 10 lancers. La stratégie, c'est de leur présenter le même leurre, de la même manière, 20, 30, voire 50 fois. Un poisson léthargique peut ignorer un premier passage. Il peut ignorer les 5 suivants. Mais au bout du 10e, 15e, 20e passage lent et provocateur, juste devant son nez, quelque chose peut se déclencher. C'est l'agacement, l'irritation, un réflexe prédateur qui prend le dessus sur la léthargie. C'est une attaque non pas de faim, mais de réaction. En changeant de leurre constamment, vous vous privez totalement de cette opportunité. Vous réinitialisez le processus d'énervement à chaque lancer, au lieu de construire une pression psychologique sur le poisson. Parlons de confiance. C'est peut-être l'élément le plus sous-estimé à la pêche. Quand vous avez confiance en votre leurre, en votre montage, en votre ligne, vous pêchez différemment. Vous êtes plus concentré, plus appliqué. Chaque lancer est précis. Chaque animation est contrôlée. Vous êtes à l'affût de la touche la plus subtile. Le changement de leurre permanent est en fait un aveu de non-confiance. À chaque fois que vous changez, vous admettez implicitement que vous ne croyez pas en ce que vous aviez au bout de la ligne. Ce doute se transmet dans votre gestuelle. Vous pêchez de manière mécanique, sans conviction, en attendant juste le moment de changer à nouveau. Le poisson ressent ces présentations approximatives. Pour réussir en hiver, il faut choisir un leurre en lequel vous avez une confiance absolue, même si c'est un vieux modèle tout abîmé. Cette confiance vous donnera la patience nécessaire pour insister et bien faire les choses. J'aime bien utiliser l'analogie du chat endormi. Imaginez un chat qui fait la sieste en plein soleil. Vous voulez jouer avec lui. Est-ce que vous allez agiter un jouet frénétiquement à travers toute la pièce en espérant qu'il se lève et se mette à courir? Non, bien sûr que non. Vous savez que ça ne marchera pas. Ce que vous allez faire, c'est prendre une plume ou une ficelle et la faire frétiller tout doucement, juste devant son nez. Vous allez le taquiner, insister, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus résister et qu'il donne un petit coup de patte paresseux, presque malgré lui. Un prédateur en hiver, c'est exactement ce chat endormi. Il ne veut pas courir. Il ne veut pas faire d'efforts. Il veut qu'on lui amène la proie sur un plateau d'argent. Votre job n'est pas de lui présenter un buffet varié, mais de trouver où il dort et de le titiller avec le même jouet jusqu'à ce qu'il craque. La patience et la subtilité sont vos meilleures armes. Il y a aussi un aspect très technique. En changeant de leurre, vous perdez constamment le contrôle de la profondeur et de la vitesse. Prenez un leurre souple de 10 grammes. Vous le lancez, vous attendez qu'il touche le fond, vous comptez, disons, jusqu'à 8. Vous enregistrez ce rythme. Vous savez qu'avec une certaine vitesse de récupération, il reste juste au-dessus du fond. Maintenant, vous passez à un autre modèle qui pèse 15 grammes. Il va couler plus vite. Si vous gardez le même rythme, vous allez racler le fond et risquer de vous accrocher. Si vous mettez un leurre de 7 grammes, il coulera plus lentement et vous pêcherez peut-être trop haut. À chaque changement, vous devez mentalement vous recalibrer. Ce processus vous fait perdre un temps précieux et vous empêche de pêcher de manière précise et constante dans la bonne couche d'eau. En gardant le même leurre, votre cerveau et votre main s'habituent. La présentation devient un automatisme parfait et c'est cette perfection qui fait la différence. Il faut accepter la réalité de la pêche en eau froide. C'est un jeu de patience, un jeu d'attente. Ce n'est pas du power fishing où l'on doit couvrir un maximum de terrain le plus vite possible avec des leurres de réaction. C'est l'exact opposé. C'est de la pêche de position, de la pêche de précision. L'objectif numéro 1 n'est pas de tester des leurres, mais de trouver les poissons. Une fois que vous avez identifié une zone potentielle, une structure, un écho au sondeur, le travail ne fait que commencer. Il faut alors quadriller cette zone, mètre par mètre, avec une présentation ultra lente et contrôlée. Changer de leurre à ce moment-là, c'est comme si un démineur changeait d'outil toutes les 30 secondes. C'est contre-productif. L'objectif est de saturer la zone d'une présence discrète et insistante. C'est une partie d'échec, pas une course de vitesse. L'agitation n'a pas sa place dans cette stratégie. Que faire si vous avez une touche subtile, un petit toc, à peine perceptible, ou si vous voyez un poisson suivre votre leurre sans le prendre? Le réflexe de beaucoup de pêcheurs est de se dire « Ah, il l'a suivi mais il n'a pas aimé. Je change de leurre, je change de couleur. » C'est la pire décision possible. Une touche ou un suivi, en hiver, c'est une information en or massif. Ça ne veut pas dire que le leurre est mauvais,
Au contraire, ça veut dire que vous êtes au bon endroit, devant un poisson actif, et que votre leurre l'a intéressé. Il a juste manqué ce petit quelque chose pour le faire attaquer. La solution n'est pas de tout changer, mais d'ajuster un détail dans votre animation avec le même leurre. Essayez un lancer suivant avec une pause plus longue, un saut plus petit, une récupération linéaire encore plus lente. C'est un micro-ajustement de la présentation qui va convertir ce suivi en capture, pas un changement radical de matériel. Soyons pragmatiques et parlons du temps perdu. Calculez un peu. Vous décidez de changer de leurre. Il faut ramener la ligne, décrocher la graffe, ranger le leurre dans la bonne boîte, ouvrir une autre boîte, choisir le nouveau leurre, l'accrocher, fermer la graffe, relancer. En étant rapide, vous perdez au minimum 1 minute, voire 2. Si vous faites ça toutes les 5 ou 10 minutes, sur une session de 4 heures, faites le calcul. Vous pouvez facilement perdre 30 à 45 minutes de temps de pêche effectif. C'est 45 minutes où votre leurre n'est pas dans l'eau, là où il est censé attraper un poisson. C'est énorme. Pendant ce temps, le copain à côté de vous, qui n'a pas changé son leurre une seule fois, a eu sa ligne dans l'eau en permanence. Il a multiplié ses chances non pas en variant ses leurres, mais en optimisant son temps de présence dans la couche d'eau. C'est mathématique. Il y a cette fausse bonne idée de vouloir couvrir toutes les options. Le pêcheur se dit « Dans le doute, je vais leur montrer un peu de tout. Un shad avec une grosse vibration, puis un finesse sans vibration, puis un leurre dur, puis un coloris flashy, puis un naturel. L'un d'eux finira bien par marcher. » En théorie, ça semble logique. Mais dans la pratique de la pêche d'hiver, c'est une erreur. Vous ne présentez rien correctement. Vous faites 1 ou 2 passages rapides avec chaque option. C'est comme si vous lisiez la première page de 10 livres différents, au lieu de lire un seul livre en entier. Vous n'avez aucune chance de comprendre l'histoire. Il vaut mieux choisir une seule stratégie, par exemple un leurre souple discret présenté très lentement, et l'appliquer parfaitement sur plusieurs postes, plutôt que d'appliquer 10 stratégies de manière médiocre sur un seul poste. La maîtrise d'une seule présentation est bien plus payante que le survol de 10. Alors, quelle est l'alternative? Je l'appelle la stratégie du trempage et de la sonde. Au lieu d'arriver au bord de l'eau avec 10 boîtes de leurre, n'en prenez qu'une, avec une sélection très limitée. Choisissez 1 ou 2 modèles en lesquels vous avez une confiance aveugle. Par exemple, un petit shad de couleur naturelle et un grub, juste au cas où. C'est tout. Cette contrainte va vous forcer à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, la localisation des poissons et la qualité de votre animation. Au lieu de passer 5 minutes sur un poste, décidez d'y passer 30 minutes. Lancez en éventail en peignant chaque mètre carré. Faites des pauses de 10, 15, voire 20 secondes. Laissez le leurre mourir sur le fond. Devenez un expert de ce poste. C'est en trempant longuement votre leurre que vous finirez par provoquer une réaction. Votre leurre devient une sonde qui explore et provoque en même temps. Comment choisir ce fameux leurre unique ou ces 2 leurres? Le premier critère, on l'a dit, c'est la confiance. Prenez le leurre qui vous a déjà rapporté des poissons dans des conditions difficiles, celui dont vous connaissez chaque frémissement. Le deuxième critère, c'est la subtilité. En hiver, moins un leurre en fait, mieux c'est. Oubliez les grosses palettes, les vibrations puissantes, les couleurs agressives. Privilégiez des shads avec un petit paddle qui roule à très faible vitesse, des finesses, des créatures, des grubs. Des leurres qui imitent une proie facile, mourante, et non une proie en pleine forme et agressive. Pour la couleur, restez sur des valeurs sûres et naturelles, vert, marron, blanc, translucide. Le but n'est pas d'attirer l'attention de loin, mais de paraître crédible et facile à capturer pour un poisson qui verra le leurre de très près. Limitez vos options pour libérer votre esprit et vous concentrer sur votre technique. Le changement le plus important à opérer n'est pas dans votre sac de pêche, il est dans votre tête. C'est un changement de paradigme mental. Vous devez arrêter de vous poser la question « Quelle leurre je devrais essayer maintenant ?» Cette question est un piège. La bonne question à se poser en hiver est « Suis-je au bon endroit? Y a-t-il des poissons ici ?» Et si la réponse est oui ou peut-être, la question suivante est « Comment est-ce que je présente mon leurre? Ma récupération est-elle assez lente? Ma pause est-elle assez longue? Mon leurre est-il bien en contact avec le fond? » Toute votre énergie mentale doit être focalisée sur la localisation et la présentation, pas sur la sélection du matériel. Le meilleur leurre du monde présenté au mauvais endroit ne prendra jamais rien.
Un leurre basique présenté parfaitement au bon endroit peut faire des miracles. C'est ça, la clé de la pêche en hiver. Pour illustrer, imaginez cette scène typique de janvier. Vous arrivez sur un lac, il fait un froid de canard. Sur une pointe, il y a un autre pêcheur. Vous l'observez de loin. Toutes les 5 minutes, il change de leurre. Il est très actif, il lance partout, il essaye toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il ne prend rien. De votre côté, vous avez une autre approche. Vous avez identifié une cassure sur votre carte ou votre sondeur. Vous vous ancrez discrètement. Vous montez un seul leurre, un petit grub blanc, sur une tête plombée légère. Et pendant 45 longues minutes, vous allez lancer encore et encore sur cette cassure. Vos animations sont minimalistes, de longues pauses, de tout petits sauts. Vous avez froid, vous doutez, mais vous persistez. Et soudain, au milieu d'une pause interminable, vous sentez ce poids lourd et subtil sur la ligne. Ce n'est pas une attaque violente, c'est juste un « thump ». Vous ferrez. C'est un beau cendre piqué au bord de la gueule. C'est la victoire de la patience sur la panique, la victoire de la stratégie sur l'agitation. Voilà, on arrive à la fin. Si on doit résumer, le véritable ennemi en janvier, ce n'est pas le froid, ce n'est pas le manque de poissons, c'est notre propre impatience. C'est cette idée fausse, martelée par l'industrie de la pêche, que la solution est toujours dans un nouveau leurre, une nouvelle couleur. Le grand retournement de situation, le « voilà c'est donc ça » de cette vidéo, c'est de comprendre que le succès en hiver vient en faisant exactement le contraire, en réduisant drastiquement vos options pour vous forcer à maîtriser l'essentiel, qui est la présentation. C'est un soulagement en fait. Plus besoin de se trimballer 50 kilos de matériel. 1 ou 2 leurres de confiance suffisent. Cette approche va rendre votre pêche moins frustrante, plus réfléchie et finalement beaucoup plus productive. Vous allez devenir un meilleur pêcheur, pas seulement un meilleur acheteur de leurres. Merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a ouvert les yeux, mettez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Maintenant, j'ai une question pour vous. Et j'attends vos réponses avec impatience dans les commentaires. Quelle est votre plus grande frustration en pêche hivernale? Et si vous ne deviez garder qu'un seul et unique leurre pour tout le mois de janvier, lequel serait-ce?